Bien le bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV. Merci encore d'être des nôtres ce matin pour cette émission. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et c'est parti, comme j'ai l'habitude de le dire, pour 1 heure de temps en notre compagnie. J'espère que votre journée a bien démarré. Nous sommes là en tout cas pour vous livrer des informations comme vous le savez et nous aurons 2 invités extraordinairement ce matin. Dans cette émission, nous allons premièrement parler de l'association des infirmiers et infirmières du Togo et après nous aurons également à parler du trafic des enfants avec notre second invité. Installez-vous confortablement, c'est parti avec la causerie du jour, mais avant, je vais dire bonjour à ma précieuse team qui m'accompagne tout le temps. Aujourd'hui, je suis avec Gisèle et Jacques. Bonjour Gisèle. Bonjour Blandine, bonjour Jacques, bonjour téléspectateurs. Comment vous allez? Ben, je vais très bien et toi? C'est bien également, plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Blandine. Quand on se sent comme un prince héritier sur les îles... les îles Hawaï ou les îles du Caraïbe, on peut se sentir bien. Ah, ça, pardon, se sentir comme quoi le seul coq de la basse-cour aujourd'hui. Donc, je suis comme un prince héritier. N'est-ce ça pas? fait plaisir. En tout cas, c'est un plaisir qui est partagé. Tu nous as manqué par ici ces 2 jours. Vous m'avez manqué aussi. Je vous le disais à l'entame de cette émission que nous aurons à parler de l'association des infirmiers nationales, des infirmiers et infirmières du Togo. Et il y a sa présidente qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau avec nous, Madame Dissova Kalma. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et oui, je vous le disais, nous allons démarrer cette émission avec la causerie du jour. Et notre thème, c'est la grossesse en période de vacances. Est-ce la faute aux parents? La grossesse en période de vacances, est-ce la faute aux parents? Étant donné qu'il est le seul coq de la basse-cour, je vais lui donner la parole en premier. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Merci Blandine. Je trouve le sujet très passionnant et intéressant, d'autant plus que nous sommes en période de vacances. Oui. Je pense qu'il en vaut la peine d'en parler parce que ça devient inquiétant. Vous savez, récemment, lorsque SOS Docteur TV était en train de mettre en place le projet Club Santé, SOS Docteur TV dans les établissements scolaires, il y a un inspecteur, un chef d'inspection qui a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit les grossesses en milieu scolaire deviennent de jour en jour une casse-tête pour le système éducatif. Et quand on prend les grossesses en période scolaire, n'oublions pas aussi qu'il y a des grossesses qui viennent, qu'on traîne pendant les vacances et qu'on apporte en période scolaire. En début d'année. En début d'année. Oui. Et je vais entrer dans le sujet en disant que les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas que la faute aux parents, les enfants aussi. C'est vrai, aujourd'hui, excusez-moi le terme, je le dis très souvent, peut-être que certaines personnes ne vont pas l'apprécier, c'est mon point de vue à moi. Il y a certains parents qui ont démissionné. Ça, c'est vrai. Il y a certains parents, pour des raisons professionnelles, oublient carrément l'éducation à la maison. Moi, j'étais choqué la dernière fois d'entendre une jeune fille dire de lundi à samedi, elle est la femme de la maison. La maman est carrément absente. Même les dimanches, rarement la maman va à la cuisine. Ça, c'est une parenthèse. Pour vous dire que certains parents ont carrément démissionné et l'éducation des enfants n'est plus une priorité, mais c'est la recherche de l'argent qui est une priorité. Il est vrai que l'argent fait beaucoup de choses, mais l'argent ne peut pas tout résoudre. Les responsabilités sont partagées aussi au niveau des enfants. Il y a des enfants qui sont mis dans de très bonnes conditions. Il y a un très bon encadrement, mais il y a l'influence de l'entourage. Ces enfants ont des amis qui ne les aident pas vraiment. Ces enfants, la dernière fois on abordait un sujet ici, on parlait des réseaux sociaux. Ces enfants se laissent berner par ce que racontent ces soi-disant influenceurs et malgré l'éducation des enfants, ces enfants, et des parents, pardon, ces enfants mènent une double vie. Il y a une vie pour papa et maman et une vie pour dehors. Ce qui fait que quand
les grossesses surviennent, on a du mal à situer les responsabilités. Il y a un autre phénomène aujourd'hui qui devient de plus en plus alarmant, c'est la consommation de substances. Aujourd'hui, vous avez votre enfant à la maison, l'enfant se prend pour l'agneau de Dieu, ou encore un enfant de cœur. Mais quand cet enfant-là sort, c'est un vrai consommateur de substances psychoactives. Et quand il y a les jeunes filles aussi, et quand elles deviennent addictes de ces substances-là, on rentre dans un délire. On ne se contrôle plus. Et c'est là qu'interviennent des relations sexuelles, je dirais, à outrance. On ne se contrôle plus. On fait du n'importe quoi. Et finalement, ce sont les parents qui paient les pots cassés. Et à la reprise des classes ou à la reprise des cours, on ne peut plus aller à l'école. Il y a en tout cas des difficultés. Je vais m'arrêter là pour dire les responsabilités sont partagées, mais il faudrait sérieusement que les parents prennent leurs responsabilités. Il faut un suivi. Combien sont ces parents-là qui le soir quand ils rentrent appellent leur enfant, leur fille ou leur petit garçon, comment as-tu passé ta journée, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, qui sont tes amis? Bon, en tout cas, établir une certaine connexion, une certaine communication entre l'enfant et le parent. Il n'y a pas. Les parents sont devenus, les enfants sont devenus eux-mêmes leurs éducateurs. C'est un problème. Heureusement, nous avons une maman sur le plateau. J'ai envie qu'elle donne également directement son avis sur le sujet avant de te donner la parole, Gisèle Pernin. Merci, je trouve intéressant le sujet. Et pour ma part, je pense que les responsabilités sont aussi partagées. Et les parents ont démissionné, comme mon prédécesseur vient de le dire. Et il y a de ces parents qui veulent mettre à l'aise leur enfant de telle sorte qu'ils paient des téléphones pour leur enfant. Et avec ces téléphones, ces enfants, avec le Wi-Fi, les réseaux sociaux, maintenant, ces enfants vont sur des sites où il ne faut pas et ils veulent appliquer ce qu'ils ont vu sur ces sites-là. Et puis, d'un autre côté aussi, je dirais, dès qu'un enfant commence à menstruer, il faut que la maman appelle l'enfant pour lui parler. Ma fille, tu as commencé tes menstrues, tu es devenue femme. Si tu vas avec un homme, tu peux tomber enceinte. Et pas que la grossesse, mais tu peux attraper des maladies sexuellement transmissibles. Je pense qu'il le faut. Il y a des mamans qui ont vraiment démissionné et la fille, elle est laissée à elle-même, elle ne sait pas quoi faire. Maintenant, nos filles, on les parle, mais il y a un mais là-bas. Parce que tu prends tout ton temps pour l'expliquer, mais comme l'a dit le prédécesseur, quand elle sort avec ses amis lui disent tel, et puis elle a tendance à les suivre, même ce que tu dis, elle n'aime pas accepter et écouter. Donc c'est tout ça là qui entraîne ces grossesses non désirées et des écoliers, des étudiants. Alors Gisèle. Oui, Blandine, en écoutant Jacques et puis Madame l'infirmière, j'avoue que je vois encore plus l'ampleur de la situation. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est vraiment une situation alarmante. Ce fléau-là qui gangrène la société et qu'on ne sait pas comment faire ou bien quelles sont les mesures malgré les sensibilisations qu'on fait à gauche, à droite et même de la TBF et tout ça pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les parents. On voit que le fléau persiste. Moi, je pense que, comme les uns les autres l'ont dit, il faudrait que les parents reviennent à la source, qu'ils reviennent à la base de l'éducation. Essayer de tisser un lien au-delà de lien père et fille ou bien lien mère et fille. Tisser un lien au-delà, c'est-à-dire que vos enfants soient vos amis, qu'ils n'ont pas trop peur de vous au point où s'ils rencontrent des situations, ils peuvent venir vous le raconter. Parce que c'est quand les enfants ont peur, ils savent que quand ils vont venir dire quelque chose à maman ou à papa, commencer par crier, maman va leur priver de nourriture, de ci et de ça, ou bien les bastonnades par ici, par là, que les enfants préfèrent avoir des amis en dehors de la maison, des amis à l'école, dans les bars et tout, et bonjour les problèmes, les enfants commencent à apprendre de ces mauvaises habitudes-là. Nous n'allons pas oublier l'aspect où aujourd'hui, les jeunes filles surtout grandissent trop vite.
à peine 11 ans, 12 ans, si tu vois la jeune fille ou bien l'enfant, tu vas penser que c'est une jeune dame de, je sais pas, 18 ans, 17 ans. Elles ont des formes, des courbes pas possibles. Et les hommes, ce sont des prédateurs. Ils n'ont pas le choix. Et puis avec ce que présentent les réseaux sociaux et tout, les jeunes filles qui sont dans la fleur de l'âge, dans les choses stimulantes, elles veulent appliquer les choses qu'elles voient. Elles dissimulent même leur âge. Au lieu de dire qu'elles sont mineures, elles dissimulent leur âge pour pouvoir embrouiller les pistes ou embrouiller les garçons ou bien les hommes qui viennent vers elles. Et comme l'infirmière l'a dit, oui, lorsque l'enfant ou bien la jeune femme, la jeune fille commence ses menstruations, il y a des mamans qui ne disent rien. C'est vrai que les enfants fréquentent, on leur dit au moins la base à l'école. Mais il y a la plupart, ou bien, c'est pas, l'essentiel même qu'elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas comment compter leur cycle. En fait, aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, faudrait plus que la sexualité, soit un tabou en famille. C'est que dès qu'on essaie de mettre des barrières à la sexualité en famille, c'est qu'on est en train d'appeler les problèmes, que les problèmes viennent. Si vous parlez librement des choses, l'enfant est averti. Et quand il sort dehors et qu'il écoute autre chose que ce que ses parents lui ont dit, il se dit, ah, donc ça veut dire que les gens là mentent. Si ma maman me dit par exemple que dès que je commence une menstruation, je peux tomber enceinte à n'importe quel moment, donc d'éviter les garçons. Ou bien, lorsqu'un garçon m'approche et commence à me parler de sexualité, de fuir. Ou bien, maman me dit de savoir comment marcher. Maman me dit qu'il y a des préservatifs, il y a des tirs et ça. Là où, ou bien le moment où ça me tente de ne pas oublier les protections, l'enfant se sent prêt. Mais lorsque les parents trouvent que c'est trop tôt pour en parler, là, on est en train d'inviter les problèmes. Et quand l'enfant va sortir dehors et qu'il va voir ses amis filles qui vont venir lui dire que moi j'ai un petit copain, moi bon, on a fait, et puis l'enfant est curieux, nos enfants sont curieux. Il dit, l'enfant lui demande c'était comment, ça fait mal, ça fait comment. Ils commencent pas à parler entre eux, la curiosité naît en même temps. L'enfant dit que moi aussi je vais aller expérimenter. Mais quand la maman ou bien le papa déjà en amont a déjà discuté avec l'enfant, ou bien quand il voit que l'enfant commence à sortir les seins et tout ça, et puis les jeunes garçons aussi, quand ils voient que l'adolescence, les signes de la puberté commencent à venir et qu'ils essaient de parler à l'enfant, ah mon fils, la puberté commence à venir, hein, tu commences déjà par avoir les choses, tes bourses commencent à faire choses. Si tu approches une fille, tu vas l'enceinter, hein. Tout ça, la responsabilité vient en même temps au niveau des enfants. Et ils mettent des garde-fous pour ne pas tomber dans les problèmes. Donc, je pense que les mamans ou bien les parents, que ce soit le papa, que ce soit la maman, ont vraiment une responsabilité. Et aux jeunes filles, aux jeunes garçons, c'est l'occasion d'attirer leur attention. C'est que ne vous pressez pas. Si vous vous pressez, vous allez hypothéquer votre avenir. Ne vous pressez pas, l'avenir est encore là devant vous, le temps est là, prenez votre temps. Voilà. Je pense qu'on a largement discuté des responsabilités des parents face à cette situation. Nous allons peut-être aussi parler de la responsabilité de ces enfants-là, parce que comme le disait tout à l'heure, il y a de ces enfants-là, même quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils préfèrent les on-dit, ils préfèrent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Pour eux, l'éducation, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tellement que les parents n'ont même pas cette chance-là, cette opportunité, je vais dire, de pouvoir les appeler, de s'asseoir et de discuter en tant que mère, fille ou bien en tant que, voilà, parent, enfant. C'est une situation qui est tellement compliquée pour ces parents-là parce que, quoi qu'on dise, si tu parles à ta fille ou bien à ton garçon, il ne t'écoute pas, bah, il aura à faire des bêtises dehors et après c'est toi qui ramasses les pots cassés. Donc, il y a aussi la responsabilité forcément de ces enfants. Comment faire en sorte de leur inculquer de bonnes valeurs? Comment faire en sorte qu'ils sachent que c'est très important ce que leurs parents leur disent? Un parent ne peut jamais vouloir du mal à son enfant. Quoi qu'on dise, quand la maman t'a porté dans son sein pendant 9 mois, elle ne t'a pas tué. Quand tu sors, c'est pas laquelle va te tuer.
Donc, forcément, il faut que ces enfants aussi comprennent que si les parents, peut-être, tu as parlé du fait qu'il y a certains parents qui sont sévères. Peut-être que ils jugent que c'est parce que la situation est tellement alarmante que s'ils ne font pas cela, le message ne pourra pas passer. Mais Blandine, justement, il y a les enfants, hein. Bon, je vais dire ça rapidement. Il y a les enfants, quand tu es trop sévère, l'enfant te fuit. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération des enfants où il faut savoir avoir leur confiance. Quand tu as la confiance des enfants et qu'ils croient en toi, ils savent qu'ils peuvent te parler librement sans jugement, ils vont venir vers toi. Mais quand chaque fois quand ils viennent, tu es trop sévère, il faut te cacher des choses. Et c'est quand les enfants commencent par cacher des choses qu'il y a problème. Et puis, il faut que les parents arrivent aussi. Par exemple, tu es musulman, tu es chrétien, tu es animiste. Instruisez vos enfants sur la voie de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Et que vous savez que ça peut aider l'enfant à choisir le bon chemin. Il y a un passage biblique qui dit, instruis l'enfant sur la voie, sur la voie de Dieu, ou bien sur les paroles de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et puis, il y a un âge, c'est pas comment j'ai expliqué ça, mais c'est pas quand l'enfant va avoir 15 ans ou 12 ans que tu vas commencer à vouloir tisser cette relation-là, ou bien à vouloir enseigner l'enfant. C'est dès le bas âge. Si tu n'enseignes pas l'enfant dès le bas âge et qu'il grandit, tu ne peux plus le rattraper, c'est parti quoi. Oui, Jacques, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je pense qu'il faut redéfinir les choses, redéfinir les bases. Nous sommes en période de vacances, je reviens sur le sujet, le thème du jour. Il faudrait qu'on trouve des occupations. Nous sommes en période de vacances, c'est vrai, ils ne vont plus à l'école. Comment est-ce que je peux occuper mon enfant? Comment est-ce que cet enfant peut mettre ses vacances à profit? Je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir sur ça. Et puis un autre aspect, la pauvreté. La pauvreté a fait qu'aujourd'hui, même l'enfant de 15 ans, 16 ans se promène pour vendre. On cherche cet enfant-là d'articles ou encore d'aller vendre et amener quelque chose à la maison. Mais est-ce que nous essayons de voir un peu le niveau de cet enfant-là? Cet enfant-là sort, quelqu'un l'appelle, viens, je vais acheter, et ça devient autre chose. Et il y a aussi, moi j'ai été choqué un jour de voir un parent qui a téléchargé des films pornographiques à son enfant pour pouvoir l'occuper pour les vacances. Ça se et puis l'enfant était tellement accro, quand tu éteins la télé, c'est la guerre avec l'enfant. Ah bon? Oui, alors tout ce que nous venons de dire, il y a un problème central qui demeure. Quelle est l'éducation des parents eux-mêmes à la base? Parce que nous sommes tous appelés à être futurs des pères, des mères de famille. Mais si durant notre parcours, on n'a pas été vraiment instruit, on n'a pas les informations nécessaires, nous n'allons pas faire la magie. Quand l'enfant va venir vers nous pour dire j'ai tel problème, j'ai ceci, on ne saura pas comment orienter l'enfant. Moi je dis, lorsque tu sais que tu vas vouloir t'engager un jour, lorsque tu sais que tu auras un enfant un jour, très tôt prends des dispositions pour que cet enfant ne souffre pas de certaines choses. Cela me tient à cœur. Et pour finir, nous sommes en période de fêtes traditionnelles et voilà déjà commencé. Chers parents, parlez bien aux enfants. Chers enfants, après la fête des Evala, la vie continue. La vie continue sérieusement. On va être dans le fruit de la fête, on va être dans les émotions et oublier que c'est juste pour 2 semaines. Et après, peut-être un monsieur a quitté Lomé pour venir à Kara, vous rencontrez juste le coup d'un soir et après le gars disparaît. C'est un problème. Bonjour les problèmes. On transporte ça à vie. Bon, la fête traditionnelle, c'est pas seulement Evala, c'est dans toutes en tout cas, les ethnies. Il y a la fête des Ignames, il y a plusieurs fêtes, la fête du Yeke, bientôt au niveau d'Anero. Alors, moi, je reviens sur l'éducation et il faudrait aussi que très tôt, les parents apprennent aussi à éduquer les enfants, à les orienter vers des centres. Tu as fait mention de la TBF, il n'y a pas que la TBF, il y a plusieurs centres également, qu'on mette en place des programmes, que les enfants intègrent des associations instructives qui pourront vraiment aider ces enfants-là à avoir un bagage qui leur permettront d'être beaucoup plus équilibrés. Ça me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup Jacques. Je ne sais pas si Madame Kom a un dernier mot à ajouter par rapport au sujet. Et par rapport au sujet, j'aimerais exhorter les parents à mieux être proches de leurs enfants et aux enfants d'écouter leurs parents. Nous sommes en période de vacances. Il y a des parents qui vont envoyer leurs enfants ailleurs pour des vacances.
pour les envoyer, il faut bien les parler avant qu'ils ne partent. Arrivé là-bas, il y aura des hommes qui vont vous approcher. Il faut faire attention. Il faut faire ci avant même que ces enfants-là ne partent en vacances. Parce que les enfants, quand on ne les parle pas, ils ne sont pas avertis. Et ils pourront faire autre chose. Et après les vacances, bonjour les problèmes. Merci. Merci beaucoup à tout un chacun sur ce plateau pour vos interventions. J'espère que tout ce que nous avons eu à dire, c'est pas rentré dans des oreilles de sourds. Ça, je le sais. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui vont prendre forcément acte de tout ce qu'on a eu à dire. Protégez vos enfants et surtout vous les enfants, écoutez les conseils de vos parents. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre cette émission tout de suite, la pause. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée du jour, Madame Dissoba Colm, présidente de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Je vous le disais que nous allons aujourd'hui parler de cette association-là avec Madame qui est la présidente de cette association. Et bon, dites-nous, Madame... parlez-nous un tout petit peu de votre association et de qui peut être membre de l'association. Oh, merci. L'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo, en abrégé ANIT, est une organisation professionnelle à but non lucratif. Elle est créée en 1982, a fonctionné jusqu'à 1992, où il y a eu une période d'inactivité suite aux troubles sociaux-politiques de notre pays. Donc ce n'est qu'en 2006 qu'un groupe de leaders s'est dit on doit dynamiser l'association. Et depuis lors, l'association est devenue une des associations professionnelles les plus représentées et les plus dynamiques. L'association des infirmiers est là pour veiller à la prestation des soins de qualité et à la protection des intérêts de la famille, de la personne et de la communauté. Maintenant, qui peut être membre de l'association? Toute personne
ayant un diplôme d'État et qui a fait une formation dans une école agréée de l'État, comme les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers auxiliaires d'État, les accoucheuses d'État, ou une personne ayant fini sa licence professionnelle en soins infirmiers a opté à faire une autre spécialité. Donc la personne sort avec un master ou un doctorat, on appelle ça PhD, peut aussi être membre de l'association. Ou encore, ces étudiants qui sont dans les écoles, qui n'ont pas encore fini, ils peuvent être membres juniors de l'association des infirmiers et infirmières du Togo. Merci. Tout de suite, madame, dans votre intervention, vous avez dit que l'ANIT a pour objectif de veiller à ce qu'on ait en administration de qualité, veiller aussi également à la protection de ses membres. Je voudrais savoir où se trouve le siège de l'ANIT, parce que certainement vous avez plusieurs objectifs, vous allez nous en parler, parce que dans ces objectifs-là, moi par exemple, qui voudrais me signaler quelque chose, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qu'on peut signaler à l'ANIT, ces domaines d'intervention, voilà, pour qu'on ait d'amples informations. Et notre siège est au niveau de l'École nationale des infirmiers et infirmiers du Togo, ENAM, Lomé. Le siège se trouve là-bas, donc s'il y a un souci et vous voulez signaler, si vous venez là-bas, il y a nos membres qui sont là, vous pouvez les signaler. Maintenant, nos objectifs, c'est de promouvoir la profession infirmière elle-même et de promouvoir les soins de qualité et puis d'aider à la régulation de notre profession. Vous n'êtes pas sans savoir que de jour en jour, il y a des cabinets qui poussent comme des champignons dans tous les coins de rue. Donc nous sommes là à aider à ce qu'on régularise la profession infirmière. D'accord. Alors, si je suis infirmière, par exemple, et que je fais partie de l'ANIT, qu'est-ce que je gagne? Vous avez beaucoup à gagner. Alors, vous avez beaucoup à gagner en étant membre de l'association, parce que le Code de la santé nous dit, avant de pouvoir exercer la profession, il faut appartenir à une corporation. Donc, un infirmier ne peut pas se lever comme ça et puis commencer par pratiquer sa profession sans être membre. Donc, forcément, tu gagnes en étant membre. Et il y a des formations continues que l'association organise sur le territoire. Et l'ANIT aussi est membre des organisations internationales comme le CI, le Conseil international des infirmiers, le CDF, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Donc, quand tu es membre de l'ANIT, automatiquement, tu es membre de ces organisations. Et il y a certains appels d'offres que ces organisations lancent. Et étant membre, tu peux profiter de ça. Moi-même, en 2017, j'ai eu à faire un stage à Genève sur la prise en charge des maladies la prise en charge infirmière des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et l'obésité. C'est l'association qui a lancé ça et étant membre, j'ai postulé et j'ai gagné. Donc, on a à gagner à être membre. Alors, l'ANIT étant une association des professionnels de santé, quelles sont les actions que vous menez en faveur de la population togolaise? Et en faveur de la population togolaise, nous menons des actions. Nous sortons sur le terrain, nous faisons des sensibilisations sur le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. Comme je le disais tantôt, et la formation que j'ai eu à suivre, le stage que j'ai eu à faire à Genève, je l'ai fait avec 4 infirmiers. Donc quand nous sommes revenus, l'ANIT pilote un projet actuellement où le centre pilote est CMS Douma-CC. Là, on prend en charge les malades diabétiques, les hypertendus, on les éduque. Et vous n'êtes pas sans savoir que les spécialistes dans le domaine de diabétologie et de l'hypertension, ils ne sont pas assez nombreux. Donc quand les patients y vont, il y a une longue queue que les médecins n'arrivent pas à expliquer la maladie et comment faire. Donc nous sommes là pour ça. Dès que vous allez chez un médecin et vous diagnostiquez la maladie, vous venez chez nous pour l'éducation thérapeutique. Nous vous expliquons c'est quoi la maladie, est-ce que cette maladie est guérissable, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir des complications à long terme. Et donc nous faisons tout ça là dans la population.
tout de suite dans l'intervention de madame, elle a parlé de leur relation avec l'extérieur. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a l'ordre des infirmiers ou infirmières ici au Togo? Parce que lorsqu'on essaie de parcourir un peu la sous-région, on se rend compte qu'il y a l'ordre des infirmiers et infirmières. Mais chez nous, ici, nous parlons d'association. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux termes? Et maintenant, quelle est aussi la nature de vos relations avec les autres organes de la sous-région? Merci pour la question. C'est une question pertinente et c'est une question qui... Je m'en vais dire ceci. Au Togo, nous n'avons pas encore l'ordre. Nous n'avons pas encore l'ordre, mais nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour avoir l'ordre. Je profite de l'occasion pour dire un sincère merci à l'autorité qui aussi nous accompagne dans cette démarche. Et la différence, c'est que l'association, c'est un groupe de personnes qui se met ensemble pour créer l'association. Alors que l'ordre, c'est l'État même qui crée l'ordre par un décret. Et c'est l'État, pourquoi l'État crée l'ordre? L'État évalue les risques que le métier a sur la population si la profession n'est pas réglementée. Et quand c'est comme ça, l'État décide de créer l'ordre pour pouvoir réglementer la profession. Donc c'est ça. Maintenant, la relation que nous avons avec les autres organisations de la sous-région, et nous travaillons en collaboration. Vu que nous n'avons pas encore de l'ordre chez nous, nous sommes en train de leur demander de l'aide, de nous accompagner à avoir l'ordre national des infirmiers au Togo. Donc, alors, parlons justement d'aide que vous demandez aux autorités. Quelles sont les doléances que vous avez encore adressées au gouvernement par rapport à votre association? Merci. Par rapport, je vais encore réitérer, je réitère mes remerciements à l'endroit de l'autorité parce que pas plus tard qu'en octobre 2023, ils nous ont appelés pour nous écouter. Et j'ai foi que dans un avenir proche, il y aura gain de cause. Et donc, j'aimerais dire à l'État de faire diligence pour qu'on ait cet organe-là, pour pouvoir nous aider. Parce que dans la profession, les gens, ils pensent que tout est permis. Ils pensent que tout est permis. Alors que s'il y a l'ordre et qu'on régule cette profession, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Il y aura assez de rigueur. C'est ça, assez de rigueur. Parce qu'en tant qu'association, quand il y a un souci, on dénonce, on ne peut pas agir. Alors que quand il y a l'ordre, on peut agir. On peut même traduire la personne en justice. C'est ça. Alors, chaque personne bénéficie des soins infirmiers. Quelles sont vos attentes par rapport à la population? On a parlé du gouvernement. Il faudrait bien qu'on parle aussi de la population. Oui, merci. Par rapport à la population, j'aimerais leur dire, dès que vous allez dans un centre et que vous avez un souci, il faut bien vous renseigner. Si c'est un infirmier, il faut nous faire appel. Nous, on saura comment régler ce problème. Vous avez un numéro vert? Nous n'avons pas un numéro vert, mais on a un numéro de secrétariat. Je vais vous donner ça après. Et maintenant, n'envoyez pas vos enfants dans des cabinets pour des formations. Quand vous voulez que votre enfant fasse carrière dans les soins infirmiers, il y a des écoles agréées. Il y a même une école privée. Je ne veux pas faire la publicité, mais il y a une école privée. Si votre enfant n'a pas reçu au concours et que vous avez les moyens, vous pouvez l'envoyer là-bas. N'envoyez jamais vos enfants dans des cabinets pour des formations en soins infirmiers. Et pour terminer, j'aimerais les exhorter, n'attendez pas d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Super, ça c'est très important. Non, est-ce que vous pouvez redire cette phrase? N'attendez pas toujours d'être malade avant de venir à l'hôpital. C'est très important. La dernière partie a retenu mon attention. On parlait tout de suite
des cliniques de garage, des infirmiers et infirmiers qui exercent là-bas. Tout de suite, on Cabinet parlait des clandestin. grossesses en milieu de vacances. Justement. Et parfois, ces grossesses peuvent amener à faire l'avortement. Avortement. Et souvent, c'est les lieux, les endroits les mieux Vraiment. indiqués. C'est les nids, c'est les nids, c'est les nids. Avec l'ordre, on pourra dénoncer ces drames. Voilà. Oui. Pourquoi pas les punir? En tout cas, alerte encore au gouvernement pour qu'on puisse avoir l'ordre des infirmiers et infirmières ici au Togo. Ça y va de la santé de la population tout simplement. Madame Colm, je ne sais pas si vous avez des derniers conseils ou bien un dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Non, merci. À l'endroit des téléspectateurs, j'aimerais dire, ces temps-ci, il fait froid. Et il y a une maladie aussi qui est là, la dengue. Oui. Il faut se protéger. Il faut dormir sous moustiquaire. Il faut porter les habits qui protègent mieux pour éviter cette maladie parce qu'elle tue. Vraiment. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Madame Dissoba Colm. Vous êtes présidente de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo. Nous avons été ravis de vous avoir sur ce plateau et notre échange a été bénéfique et je sais que ce n'est pas parti dans les oreilles des sourds. Tout à fait. Merci beaucoup et sur ce, nous partons encore en pause. Que des problèmes, tu ne joueras pas de ton rôle si tu crois que tout le monde t'aime.
Après cette pause musicale, nous revenons sur ce plateau et je vous le disais à l'entame de cette émission aujourd'hui, extraordinairement, nous aurons deux invités sur ce plateau et nous aurons à discuter de deux sujets. Le premier sujet est passé, maintenant nous allons parler de l'attrait des enfants, le rôle du théâtre et qui est un moyen de sensibilisation justement, et ce sera avec monsieur Ramsès Alpha qui est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Je vais bien également, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation, c'est moi qui suis honoré d'être ici. Ah, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Alors comme je le disais, nous allons parler de la traite des enfants, le théâtre comme moyen de sensibilisation. Alors déjà la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment le théâtre peut aider à sensibiliser le public, voilà, par rapport à la problématique qu'est le trafic des enfants. Oui. La problématique, pardon. Oui, le théâtre, d'abord c'est un moyen inégalable vraiment de sensibilisation, oui, pour passer un message à une population. Mais pour l'utiliser dans ce sens, il faut ramener le théâtre à sa plus simple expression de jeu. Okay. Mais j'insiste sur quelque chose de jeu à la portée de tous. Parce que c'est différent quand vous allez dans une salle de théâtre, que vous achetez un ticket, que vous vous asseyez, que vous suivez une pièce de théâtre. Là, dans ce cas, vous êtes venu voir des spécialistes qui font leur travail. Voilà. Mais quand vous allez vers les populations, il faut arriver à faire du théâtre quelque chose que ces populations puissent facilement partager. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous ne connaissez personne, où les gens ne vous connaissent pas, les gens ils sont réticents à qu'est-ce qu'ils nous en veulent et tout machin. Donc, c'est réussir à faire justement du théâtre, à faire comprendre plutôt aux gens que ce que nous sommes venus faire, c'est à votre portée aussi et que c'est quelque chose qu'on peut partager ensemble. D'accord? Et c'est à cela que sert le théâtre de sensibilisation, qu'on appelle aussi le théâtre utile. Ok, d'accord. Monsieur Alpha Ramsès, vous êtes un metteur de scène, et je dis metteur en scène, oui. Et tout de suite dans votre développement, vous avez dit vous avez fait mention du jeu. Oui. Et le jeu, moi, me tient beaucoup à cœur. D'accord. Parce que quand vous allez comme ça suivre une pièce de théâtre, c'est le jeu qui amène la salle à consommer le message, à consommer ce qui se dit. Et pour moi, le théâtre est un moyen, en tout cas très efficace pour faire passer un message, quand on le vit bien. Absolument. Alors, et pour arriver à bien le vivre, il y a le jeu. Oui. Il y a la mise en scène qui capte l'attention du public, qui marque les esprits. Absolument. Eh bien, quelle technique vous utilisez? Bon, alors, en matière de sensibilisation, généralement, nous utilisons une forme théâtrale inventée par un théoricien de théâtre brésilien qui s'appelle Augusto Boal. Et une forme de théâtre qui s'appelle le théâtre forum. C'est une forme de théâtre dans laquelle, dès le début, on établit une sorte de contrat avec le public. Alors, on dit au public, nous sommes là pour jouer, nous allons vous présenter quelque chose, mais nous n'avons pas la science infuse de ce que vous allez voir.
vous aussi, nous comptons sur vous pour nous aider à faire ça. Et si quelqu'un, pendant que nous vous le présentons, n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se jouer, et il peut lever le doigt, arrêter le jeu et venir sur scène, nous montrer comment cela aurait dû être présenté. C'est ça la forme basique du théâtre forum. Mais il faut dire que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. C'est pas toujours un long fleuve tranquille parce que, alors, quand vous arrivez dans certaines localités, les gens, ce que je vous dis, les gens, ils sont méfiants. Même quand vous leur donnez la parole, voilà. Alors, pour cela, on fait ceci que, des fois, on leur présente toute la situation. Et après, on leur pose la question, vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, parfois aussi, bon, il faut les inciter, les encourager. Et quand il y en a un qui prend la parole, parce que les autres se sentent encouragés, et là, parfois vous avez du mal même à arrêter. Donc, pour la sensibilisation, c'est cette forme-là que nous utilisons dans la plupart des cas. Il faut dire que les gens ne maîtrisent pas vraiment le théâtre. Et souvent, quand on parle du théâtre, on se dit, c'est quoi, les gens vont venir raconter des histoires. On n'a pas vraiment une certaine connaissance sur le théâtre. Oui, mais le problème c'est que quand on reste dans les terminologies, ça construit des murs entre les différentes composantes de la société. Parce que si vous venez dire de façon grandiloquente, nous sommes venus pour faire du théâtre. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais entendu le terme théâtre. Mais si vous apprenez à parler aux gens avec un langage terre à terre, c'est un jeu. Le théâtre, c'est simplement... Il n'y a pas meilleur terme pour définir le théâtre que le terme jeu. Donc, quand vous leur parlez un langage à leur niveau, ils sont encouragés à vous rejoindre, justement. Alors, vous avez parlé de jeu, vous avez parlé de théâtre, et on sait tous que quand on parle de théâtre, ce sont des émotions qu'on transmet. Alors, quel rôle jouent ces émotions suscitées par le théâtre qui servent de sensibilisation au public? Oui, alors, je dirais que le cheminement du théâtre, c'est qu'on part d'un sujet et on a un objectif, et entre le départ et l'arrivée, il y a ce qu'on appelle le conflit. D'accord? Et c'est souvent, même quand vous regardez, parce que c'est pas différent, hein, quand vous regardez au cinéma un film, ou que vous écoutez un théâtre radiophonique, c'est la même chose. Alors, c'est des personnages qui luttent entre eux, et celui souvent auquel s'identifie plus le public, c'est celui-là qui donne plus l'émotion. D'accord? Alors, si à la fin, justement, il y a cette émotion, c'est que cette émotion sert justement à prendre conscience de quelque chose. Pour revenir à ce qui nous concerne, en tout cas par rapport au théâtre forum, c'est que quand les gens arrivent à partager, comment dirais-je, à partager ce que vous êtes venu partager avec eux. Le message. Voilà, le message, et à s'émouvoir avec, c'est que ça les transforme. Ça les transforme, et c'est justement le but recherché. Je me souviens qu'avec une ONG de la place, pendant un certain nombre d'années, j'avais produit un théâtre radiophonique, en plusieurs langues, et j'ai constaté au fait que les populations ont commencé à appeler, à nommer les mauvais personnages. Par exemple, même dans un couple, il y avait un nom qu'on donnait au mari méchant, et quand il y avait ce type de problème dans un couple, tu vois, la femme n'hésitait pas à dire, voilà, on termine. Donc,
c'est des choses qui restent, c'est des choses qui transforment la société. Qui impactent également. Totalement. Donc, c'est à cela sert justement l'émotion qu'on donne le public. C'est pour faire réfléchir les gens et les transformer justement. Alors, du 20 au 4 août 2024, oui, vous organisez une tournée de sensibilisation contre le trafic des enfants du côté de Tchamba. Oui. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi le thème trafic des enfants précisément? Parce qu'il y a plusieurs thématiques. Pourquoi avoir voulu aborder ce thème? Oui, le trafic des enfants, c'est un thème assez vaste. Oui. Et parce que c'est un problème qui est très récurrent dans notre pays, hein, et principalement dans la région centrale dont je suis originaire. Okay. Et vous ne pouvez pas, dans la région centrale, échapper au fait que dans presque toutes les familles, il y a au moins un enfant qui a déjà eu à souffrir. J'en ai dans ma propre famille des enfants qui ont été, je préfère dire le terme d'ailleurs de déportés, parce que pour moi c'est une simple déportation d'enfants, parce que la place de l'enfant c'est à l'école et dans sa famille. Oui. D'accord. Donc, alors ce phénomène sévit beaucoup dans la région centrale, okay, pour le peu que je sache, parce que j'en suis originaire. Okay. Et ça n'a pas commencé, c'est pas seulement cette année, hein, que c'est pas juste le choix d'un thème, mais c'est un thème que nous travaillons depuis des années. Okay. Comment j'en suis arrivé justement à m'intéresser à ce thème? C'est d'abord, j'avais commencé à faire des prestations en tant qu'homme de théâtre pour une ONG de la place. Et voilà, donc j'étais justement commis ou engagé par cette ONG pour faire des productions, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, la série radiophonique là. Alors, et après pas mal d'années, bon, tu te sens concerné parce que même dans ta propre famille, tu as des exemples comme ça d'enfants qui... voilà. Donc, après, je me suis approprié ce thème. Je me suis dit, bon, en tant qu'homme de théâtre, je peux apporter ma contribution. Donc, c'est pour ça. Ce thème, et ça fait depuis des années qu'on le travaille. Et dans la formule que nous proposons, en ce moment, c'est la 3e fois, parce que nous avons commencé en 2022 à Soukodé, en 2023 à Blita, et en 2024 nous sommes à Tchamba. Et il y a des activités qui vont meubler cette tournée de sensibilisation. Oui, alors les activités qui vont meubler cette tournée de sensibilisation, d'abord nous faisons des ateliers, d'accord? Des ateliers du genre brain gym, des ateliers de conscientisation, de l'estime de soi avec les enfants et tout. Et nous amenons des enfants à prendre conscience de leurs propres valeurs, tu vois, à comprendre qu'ils ne sont pas des simples choses. Parce que dans ce phénomène-là du trafic des enfants, il y a beaucoup de parents qui sont responsables, parce que c'est certains parents qui prennent leurs enfants et qui donnent à des gens pour prétendument les amener ailleurs pour améliorer leur vie. D'accord? Alors, l'enfant doit d'abord comprendre qu'il n'est pas une chose à la merci de ses parents, même si ce sont ses parents. D'accord? Alors, nous faisons de ces ateliers avec les enfants, et après, nous les amenons à eux-mêmes s'investir dans le combat pour leur propre protection. Parce que vous allez constater que souvent quand on parle de la protection des enfants, ce sont des adultes qui sortent toutes les théories. Les enfants ne sont pas assez associés. Et donc, vous allez voir que quand vous mettez les enfants au centre de la responsabilité qui consiste la lutte justement pour leur protection,
Et ça marche parce que les enfants ne sont pas du tout bêtes. C'est des êtres. D'abord, ils sont, nous les adultes, je crois que plus les années passent, nos intelligences déclinent, alors que les enfants, ils gardent encore toute la vivacité. Ils sont tout le temps éveillés. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous collaborez avec des organisations qui luttent contre la traite des enfants pour enrichir votre travail artistique. Merci. Alors, je vous disais que j'en suis arrivé à ce thème. J'ai commencé à travailler justement sur ce thème en ayant été engagé par des ONG de référence dans ce domaine. Donc, je peux même pas, en ce moment, depuis que j'ai commencé à faire des projets personnels sur ce thème, depuis 2022, en passant par 2023 jusqu'à maintenant, nous sollicitons toujours l'expertise des ONG de référence en la matière. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'ONG, que ce soit sur toute l'étendue du territoire, qui œuvrent en ce sens et qui sont plus outillés. Voilà, nous invitons ces ONG, nous sollicitons leur partenariat, nous écrivons poliment, nous demandons leur partenariat et nous leur demandons de nous envoyer des intervenants dans des conférences et dans des ateliers ponctuels que nous organisons avec des enfants. Pas seulement avec des enfants, ça c'est important à souligner, mais aussi avec les parents. Parce que sensibiliser ou former les enfants sans les parents, ça ne marche pas parce que souvent les parents, comme je le disais, c'est eux-mêmes le nœud de la situation. Voilà. Alors, selon vous, quel est l'impact à long terme que le théâtre peut avoir sur la lutte contre le trafic des enfants? Bon, alors, c'est sûr que c'est un combat sans cesse à renouveler. Parce qu'on ne peut pas dire, j'ai fait un truc, ça aura un impact à long terme. Je crois que ce truc, je ne sais pas si récemment, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où un enfant a été pris du Togo, a été amené au Bénin et ses ravisseurs réfléchissaient à comment le tuer pour vendre les pièces. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis là date d'à peine un mois ou quelque chose comme ça, d'accord? Et donc c'est des choses qui, et vous savez, quand l'État togolais fait beaucoup dans la lutte contre le trafic des enfants, la traite des enfants. Il y a des lois. L'État togolais a ratifié pas mal de conventions internationales sur la protection. Et vous avez plein d'ONG qui militent dans ce sens. Mais les trafiquants, ils ne dorment pas. À chaque fois qu'il y a une solution qui est trouvée ou bien quelque chose qui est trouvé pour les bloquer, ils sont tellement ingénieux. Contourner les situations. Ils contournent dans les situations. Ils ont... avant, quand on disait, bon, on prenait les enfants pour les amener travailler ailleurs, bon, on a vu on ne voyait que le Nigeria, d'où le terme d'ailleurs agégué dans le temps. Oui. Voilà. Mais après, quand la lutte a été menée dans ce sens, c'est qu'ils ont changé de destination. On a vu des destinations comme le Gabon. Oui, vraiment et maintenant, quand ça continue aussi, de nouvelles destinations sont nées, d'où les pays arabes où on envoie les enfants se faire esclavagiser. Et donc, c'est des gens qui ne dorment pas. C'est des gens qui sont très ingénieux et qui cherchent toujours le moyen de contourner les lois et les textes, justement. Donc, c'est un travail sans cesse à continuer, sans cesse à renouveler. Et on ne peut pas dire, bon, un impact à long terme,
Je sais pas trop, mais c'est que ce qu'il faut continuer si on veut chercher vraiment un impact à long terme. Positif. Et il faut mettre les moyens aussi. Justement, absolument, absolument. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter quelque chose, parce que quand on parle aussi de la traite des enfants, on regarde seulement les enfants qui sont amenés à l'étranger. Mais il y a la traite interne aussi. Hein. Et des gens qui sont par exemple dans les villages, qui confient leurs enfants à des gens qui viennent les mettre en esclavage dans le même pays, mais en ville. Donc tout ça est compris dans ce thème de la traite des enfants. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ramsès Alpha. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de la population, vu que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Oui, alors d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je ne vous cache pas comment je suis admiratif vraiment de votre chaîne de télévision et de son concept. Sincèrement, je vous le dis du fond du cœur. Merci beaucoup. Et à la population togolaise, j'aimerais dire ce qui s'est dit tout le temps et qu'on ne finira jamais assez de dire, c'est que l'enfant, c'est l'avenir d'un pays. L'enfant, c'est l'or de l'humanité. C'est un thème que nous connaissons bien autour. L'enfant, justement, c'est pas un aventurier. La place de l'enfant, c'est auprès de ses parents, c'est à l'école. L'enfant ne peut pas être un travailleur pour nourrir ses parents. C'est pas. Donc c'est ce que c'est ensemble que nous pouvons prendre conscience de ce souci et chercher vraiment des solutions à long terme. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ramsès Alpha. Je rappelle que vous êtes metteur en scène et acteur de théâtre. Il a été question avec vous aujourd'hui de la traite des enfants, le théâtre comme moyen de sensibilisation. Merci beaucoup, Gisèle. Merci, Jacques. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Ainsi prend fin. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.